Ce qui émerge aujourd'hui, c'est de parler de retrouver sa sécurité intérieure, de sortir des réactions de survie automatiques, de transformer ses relations avec soi-même et avec les autres, en vous donnant des informations essentielles sur le fonctionnement du système nerveux, qui est vraiment au centre de tout dans nos comportements, nos réactions, nos pensées, nos relations. Et aussi en illustrant avec mes exemples personnels sur mon chemin de guérison et aussi en tant qu'accompagnante. Pour commencer, qui est le système nerveux ? Notre ami, le système nerveux. Il est au cœur de notre être. C'est un ensemble composé du cerveau, de la moelle épinière et d'un ensemble de nerfs qui va contrôler toutes nos fonctions physiologiques et tous nos comportements. C'est un peu notre gardien, moi j'aime bien dire ça. Il est là, il est toujours là, il a toujours été là. Et il est autonome, comme son nom complet l'indique, système nerveux autonome. L'acronyme c'est SNA, vous allez sûrement m'entendre le dire plusieurs fois. Donc nous, on peut vivre notre vie sans penser à ce qu'il fait, il le fait dans tous les cas. Il gère des fonctions importantes comme la respiration, la fonction cardiaque, la digestion, la régulation de la température, la vessie, la motricité, plein de choses. Et il sous-tend aussi nos comportements, nos pensées, nos réactions, parce qu'en fait, son rôle, c'est de scanner l'environnement et de détecter si on est en sécurité ou pas. Et en fonction de ce qu'il sent, il va adapter notre physiologie pour qu'on puisse répondre de manière ajustée à notre environnement. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel. Il est là pour nous maintenir en vie. Le SNA, il a 4 réflexes de survie qui sont naturels, qui sont instantanés. Il y a le figement, la fuite, l'attaque ou la suradaptation, qu'on peut aussi appeler soumission. Les 3 premiers, on en entend plus souvent parler. Le 4e, c'est un peu plus récent. C'est vraiment le fait de s'adapter instantanément et automatiquement aux envies, aux besoins, aux souhaits de l'autre en s'oubliant soi-même. Et je vous en parlerai un peu plus loin dans l'épisode quand je vais vous parler du people pleasing. Donc restez jusqu'au bout si ça vous intéresse. Je vais vous donner une liste des signes d'une dérégulation du système nerveux et après je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais déjà en entendant ces signes, ça va très probablement vous parler et ça va permettre d'illustrer à quel point le système nerveux il est au centre de tout dans nos vies. Les signes d'une dérégulation, ça peut être des difficultés de sommeil, le fait de rarement, voire jamais se sentir reposé, des difficultés de concentration, des difficultés à poser ses limites, le fait de rester dans des relations toxiques, d'avoir du mal, voire une impossibilité à en sortir, de l'anxiété, des peurs intenses, des peurs irrationnelles, de la dépression, de la dissociation, de la léthargie, la sensation d'être désincarné, d'être déconnecté du moment présent, la procrastination, se sentir submergé, épuisé, le burn-out, l'hyperactivité mentale, les pensées en boucle, les ruminations, des difficultés avec la colère, soit être beaucoup trop en colère tout le temps de manière très intense, soit avoir peu, voire pas du tout d'accès à la colère, ou alors des fois ressentir un peu la frustration. Ça va être des personnes qui vont dire « Ah mais moi je suis jamais en colère », ce qui était mon cas. Avoir une faible confiance en soi, ressentir des obstacles au fait d'être authentique, ne pas arriver à être soi-même, avoir des difficultés à réaliser ses projets de vie, avoir une sensation d'illégitimité, avoir des problèmes de santé chronique, avoir des problèmes d'inflammation, comme par exemple l'eczéma, des inflammations intestinales, et j'en passe. Avoir tout ce genre de problèmes et que ce ne soit pas soulagé malgré tout ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Dans ces cas-là, ça vaut le coup de s'intéresser au système nerveux et d'apprendre à l'écouter et à le réguler. Quand j'ai commencé à explorer ce sujet-là, de l'écoute et de la régulation du système nerveux, très vite je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais en fait, tout le monde est traumatisé. Tout le monde
est constamment dans des modes survie automatiques et coincé dedans sans s'en rendre compte. Et on n'arrive pas à en sortir et ça fait des conséquences tragiques parce que du coup, il y a beaucoup de comportements qui sont inadaptés au moment présent et aux besoins des personnes à l'instant T. Je me dis que si vous êtes là avec moi aujourd'hui à m'écouter, c'est que vous devez sûrement le remarquer aussi, quand on observe le système dans lequel on vit, il y a beaucoup de modes survie tout le temps. Et les signes, c'est quoi ? C'est beaucoup d'actions-réactions, de pilotes automatiques dans nos comportements, beaucoup de frénésie, d'injonction à la productivité, très peu de repos, voire pas du tout. Il faut surtout pas s'arrêter. Énormément d'angoisse et de méfiance, qui sont alimentés d'ailleurs par la plupart des médias. Beaucoup de jugements, de comparaisons, de compétitions, des violences en tout genre. On voit très bien que ça va pas. Et en même temps, on n'a pas forcément les moyens concrets de faire autrement. En entendant « tout le monde est traumatisé », peut-être que vous pouvez vous dire « mais qu'est-ce que c'est le trauma ?» Et c'est une très bonne question. En fait, le trauma, c'est quand le système nerveux a été submergé. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'intensité, quelle que soit la visibilité des événements, quoi que ce soit en fait, il n'y a pas de comparaison qui tienne. Ce qui compte, c'est est-ce que le système nerveux a été submergé ou pas. Il y a trauma quand le système nerveux, il est submergé. Et ce qui se passe, c'est que les réponses de survie à ce moment-là, elles restent coincées à l'intérieur, elles restent coincées dans le corps, et elles deviennent des schémas réactionnels et relationnels. Dans trauma, il y a trop. C'est un bon moyen mnémotechnique pour arriver à identifier tout ce qui a pu être trauma. Ça va être n'importe quelle situation où il y a trop. Trop tôt, trop vite, trop longtemps, trop peu. Tous les facteurs de stress qui dépassent les ressources disponibles et la répression des instincts primaires, comme les émotions, les mouvements du corps. Par exemple, un tout petit, le réflexe de pleurer, de repousser, de bouger, de crier. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont des instincts naturels. Et ce qui est très important de savoir, c'est que la réponse de survie, elle est saine et elle est naturelle. Les 4 réponses que j'ai citées au début, elles sont saines et naturelles. Il n'y a aucun problème avec le fait qu'elles s'expriment, en fait, et qu'elles soient là. Le problème, c'est quand elles restent coincées à l'intérieur. Ça devient problématique quand ça devient permanent, quand ça devient un mode par défaut, ce que je disais, le pilote automatique. Et j'aime bien dire que le cerveau, c'est un donneur de sens. Lui, quand il sent qu'il y a de la tension dans le corps, qu'il y a des réponses de survie à l'intérieur, coincées, il se dit « je suis en danger », parce qu'il analyse les signaux en fait. Donc même si ça fait des dizaines d'années qu'on n'est plus dans la situation qui a généré la réponse de survie, il se dit « je suis en danger, j'y suis encore », parce que je sens les douleurs, les tensions, les émotions, tout ce qui fait le package de l'énergie de survie, de la réponse de survie qui n'a pas pu circuler. C'est pour ça que quand on est sur un chemin de guérison, aborder les choses uniquement par la pensée, en restant sur un plan mental, ça va rendre la guérison beaucoup plus lente et fastidieuse. C'est très utile de passer aussi par l'écoute du corps et l'écoute et la régulation du système nerveux. En plus, il y a beaucoup d'événements dont on ne se souviendra jamais parce que c'est arrivé dans la période préverbale, donc on n'a pas forcément accès à des souvenirs concrets. Et en fait, peu importe. Le corps, lui, il sait. C'est vraiment l'intelligence du corps. Et en se mettant à son écoute à lui, petit à petit, avec confiance, patience, accueil et pleine présence, des choses vont pouvoir bouger, s'assouplir et se libérer. C'est pour toutes ces raisons que moi, dans ma pratique de thérapeute et mes formations, et aussi quand je me fais accompagner, j'apprécie énormément les approches qui vont permettre l'écoute des différentes parts de soi, l'écoute du corps, des ressentis, des besoins, une approche holistique comme la myostésie, l'IFS, Internal Family System, la CNV, communication non violente, le soin énergétique, le Qigong, la méditation, l'écoute et la régulation du système nerveux. Tout ça, c'est des piliers dans ma vie et ça se complète à merveille, je trouve.
Quand il y a trauma, la suradaptation au stress, elle nous plonge en hypervigilance et on peut passer le plus clair de notre temps en réponse de survie. Quand il y a trauma, on a perdu la capacité à revenir en état ventral. Qu'est-ce que c'est l'état ventral ? C'est l'état harmonieux où on se sent en sécurité. Pour mettre du sens sur les termes que j'emploie, je vais vous donner la description du SNA d'un point de vue physiologique. En fait, le SNA il se divise en 2 branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, elle est stimulante. Elle va engendrer la réponse de combat ou de fuite. Et la branche parasympathique, elle est inhibitrice. Et elle-même, elle est divisée en 2 branches, la branche dorsale et la branche ventrale. Et la branche ventrale, elle engendre la réponse de repos et de digestion. Et là, je vais vous expliquer un peu plus qu'est-ce que c'est en vous détaillant les 3 différents états du système nerveux et comment on se sent en fonction des états dans lesquels on est. Quand le SNA il est en état vagal dorsal, on vit de l'apathie, de l'abattement, de la déconnexion de soi, du corps, de l'engourdissement, de la dissociation. Tout est insurmontable, vraiment, le monde il est accablant, il y a énormément de fatigue et un grand sentiment de solitude. Il y a très très peu d'énergie dans le système en fait. Il y a aussi l'état de fuite ou attaque. Donc là, il y a un petit peu plus d'énergie dans le système. Quand on est dans cet état, il y a une mobilisation. On a les muscles tendus, les épaules tendues, les cervicales tendues. On se sent sur le qui-vive. Il y a de la méfiance. On se sent en danger. On peut avoir le cœur qui accélère. On peut sentir de la chaleur. Le monde y paraît menaçant. La voix, elle peut être monotone ou alors très rapide et précipitée. On va capter les bruits plus graves. On a les pensées dirigées vers le futur, on est beaucoup dans l'anticipation. On est dans la stratégie, dans le calcul pour survivre. Et l'état vagal ventral, celui dont je parlais brièvement, c'est un état de détente. On se sent détendu, on se sent en sécurité. La connexion aux autres, elle est disponible. On a confiance en soi, en les autres. Il y a de la résilience à l'intérieur, il y a de la souplesse. On a confiance en soi, en ses capacités, et il y a de l'espace pour accueillir ce qu'on ressent. Maintenant que je vous ai partagé tout ça, je peux vous dire qu'est-ce que c'est le but de la régulation du système nerveux ? Ça va être d'augmenter notre fenêtre de tolérance au stress et rendre le SNA plus flexible, plus souple, plus résilient. Comme je vous disais, les réponses de survie, c'est OK qu'elles soient là, elles sont saines, il n'y a aucun problème. Ce qui est problématique, c'est quand c'est figé, quand on est vraiment bloqué constamment dans une réponse de survie. Et là, en fait, avec la régulation, ça va permettre qu'il y ait beaucoup plus de mouvement entre les différents états. En fait, c'est OK de traverser les différents états dans une journée, il se passe plein de choses, c'est normal. Il y a des sécrétions d'hormones en fonction des moments de la journée. Le matin, par exemple, il y a un pic de cortisol pour nous aider à nous réveiller. Et un signe d'une dérégulation du système nerveux, d'ailleurs, ça peut être que le matin, on est direct en mode angoisse, le cœur qui tape, hyperactivité, ou alors que ce soit très 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 dur de se lever, de se réveiller, tout est lourd. On a l'impression qu'on n'est pas reposé du tout, ni rechargé de notre nuit. Ça, c'est des indices, c'est des signes. Et c'est OK que ce soit là, en fait. Déjà, d'être présent à eux, de les accueillir comme ils sont, d'accueillir son corps comme il est et son état comme il est. C'est un super début, quoi. C'est vraiment énorme. Le but de l'écoute et de la régulation du SNA, c'est vraiment de gagner en souplesse. C'est pas d'être constamment dans un état ventral de plénitude. J'aime bien l'image des chats, en fait. C'est être comme un chat. Le chat, il va pouvoir être complètement dans un état de détente et de relâchement total. Et d'un coup, très vite, pouvoir s'activer et se mobiliser. Et puis, hop, revenir en état ventral, en état de détente. On le voit, quand on les observe, il y a vraiment de la souplesse, du mouvement. Et c'est très, très important, retenez bien, quand on est sur ce chemin de guérison et de régulation du système nerveux, d'y aller petit à petit, d'y aller par étapes.
Pourquoi ? Parce que le SNA, pour qu'on puisse survivre, ça fait des années et des années et des années qui contracte, qui fige et qui réprime l'intensité qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est pas possible de lui demander d'ouvrir les vannes en une fois. C'est pas possible et on le supporterait pas. Et lui, il le sent. C'est ça la fameuse intelligence du corps. Donc, ce qui est essentiel pour vraiment guérir, c'est de respecter la capacité de notre système, de pas aller plus vite que lui. De toute façon, c'est pas possible. On va le sentir, on va avoir des conséquences négatives derrière. Un exemple qui est très parlant, c'est le fait d'enchaîner beaucoup de pratiques de guérison, beaucoup de thérapies avec beaucoup d'intensité, des espaces de guérison et d'expansion. Et après, c'est possible de se sentir encore plus tendu, angoissé, déprimé, en dissociation, ce genre de choses. Ça, c'est le signe qu'on a dépassé la capacité de notre système. C'est parce que les pratiques de guérison, ça permet une expansion du système. Mais si la capacité du système à supporter cette expansion, elle est dépassée, il va se contracter à nouveau encore plus juste après. Donc peut-être que sur le moment, ça va faire du bien, mais après, le système, il n'a rien intégré. Et ça arrive aussi parce que souvent, ça vient d'une partie de soi qui est en lutte, qui a envie que ça change, qui a envie que ce soit plus là, qui va vraiment lutter contre une autre partie qui, elle, porte la réponse de survie. Donc c'est là que c'est intéressant aussi d'apprendre à identifier et écouter les différentes parties de soi. Et souvent, les réponses de survie, elles protègent des parties de nous qui sont très jeunes, très vulnérables, qui ont besoin vraiment de beaucoup de sécurité, de contenance, d'amour, de présence. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant l'enfance qui engendre des réponses de survie coincées et automatiques ? Le système nerveux, c'est l'attachement. C'est la phrase à retenir. Le système nerveux, c'est l'attachement. C'est le lien, c'est la connexion. Le bébé, quand il naît, il n'a pas la branche ventrale du système nerveux, parce qu'il y a une branche dorsale et il y a une branche ventrale. La branche ventrale, comme je vous disais, ça permet l'état de présence, de sécurité, de confiance, de détente, de connexion aux autres. Le bébé ne l'a pas et il va la développer par le lien avec ses figures d'attachement. Donc en fonction de comment se passe cet attachement, il va plus ou moins bien la développer. Et il n'y a pas que les parents, il y a les profs, les grands-parents, les nounous, c'est vraiment toutes les personnes qui s'occupent du petit. Si les figures d'attachement, elles sont sécures, présentes, régulées, capables de connexion et d'écoute empathique, ça permet à l'enfant d'apprendre à se réguler lui-même. On apprend la régulation par la co-régulation. La co-régulation, c'est le fait d'avoir une figure d'attachement qui est présente, qui est sécure, qui est connectée à elle et à son corps et qui est capable de répondre à nos besoins de manière ajustée. Elle est capable de s'adapter à nous. Et je dis l'enfant, il apprend, mais c'est même pas le mot apprendre en fait, c'est il infuse. Il imprègne. C'est pas un processus conscient. C'est un peu comme une éponge qui va absorber quel que soit le liquide sur lequel elle est posée, en fait. J'ai parlé d'écoute empathique, et du coup, j'ai envie de citer tout ce qui n'est pas de l'écoute empathique. Donc ça va être le fait de nier les ressentis, nier ce qui est, minimiser, analyser, donner des conseils, ramener à soi, être en empathie avec la tierce personne, mais pas avec la personne qui est devant nous et qui ressent et qui s'exprime. Ça, c'est des choses qu'on apprend dans les stages de CNV un peu plus en profondeur. Là, je passe très vite dessus, juste pour témoigner de à quel point, moi, la CNV, ça m'a aidé à faire autrement que ce qui est connu et habituel dans les relations et qui n'est pas du tout sécure, hein. On le voit avec tout ce que j'ai raconté depuis le début. L'enfant, il va toujours choisir le lien avant l'authenticité pour sa survie. Ça, c'est très important aussi. C'est ça qui fait que s'il se montre pleinement lui-même, mais qu'il voit qu'en face, ça dérégule sa figure d'attachement, que pour X raisons, elle est plus présente à lui, elle est plus connectée à lui, il va se sentir en danger et du coup, il va automatiquement enfouir des parties de lui. Pour sa survie, le lien, l'attachement est prioritaire et vient avant l'authenticité. Quand je dis choix, c'est pas un choix conscient et réfléchi, ça se fait automatiquement.
C'est plus sécure de croire « je ne suis pas digne d'être aimé » que d'être l'enfant digne d'être aimé de parents qui ne savent pas l'aimer. Cette phrase, elle est très importante aussi. Ça ne veut pas forcément dire que les parents ne l'aiment pas ou qu'ils ont forcément une mauvaise intention. C'est juste qu'à ce moment-là, ils ne sont pas en capacité de prendre soin de lui, de l'écouter et de se connecter à lui. Les parents, ils ont fait de leur mieux avec la conscience et les moyens et les infos qu'ils avaient à ce moment-là. Que ce soit vos parents ou si vous-même vous êtes parent, chacune fait de son mieux. On ne demande à personne d'être parfait. Maintenant, c'est possible de sortir des schémas de survie, de travailler avec son système nerveux et ses traumas pour retrouver l'énergie de vie et plus de détente et d'espace intérieur. Quand l'enfant y vit des négligences, des violences, des abus et ou de la déconnexion chronique, il l'expérimente comme étant de sa faute. Un enfant, il ne peut pas s'expérimenter comme une bonne personne étant dans une mauvaise situation. Il ne peut pas dévalider l'adulte. Et ça va générer les croyances « je ne suis pas une bonne personne, je ne mérite pas d'être aimé, je suis illégitime, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas aimable, je ne le mérite pas ». Toutes ces croyances qu'on a à l'âge adulte autour de la notion de mérite, c'est de là que ça vient. En réalité, la notion de mérite par rapport à un être, elle est inexistante. Chaque être a le droit d'exister, a le droit d'avoir sa place, a le droit d'être aimé, d'être écouté, d'être soutenu. C'est un droit de naissance. Imaginer devoir mériter, finalement, c'est aberrant. C'est comme si une plante se disait « est-ce que je mérite de recevoir de la lumière, de l'eau et d'avoir une bonne terre dans laquelle pousser ?» Non. C'est son droit de naissance, c'est qui elle est, c'est l'amour. Et c'est important de différencier les actes des êtres. Je peux comprendre un être et en même temps ne pas accepter son comportement. Je peux avoir de la compassion pour lui, je peux garder mon cœur ouvert et en même temps dire non aux actes. Dire non, ça ne prend pas soin de moi. Ça, c'est hyper important, c'est reconnaître son vécu, reconnaître les différentes parts de soi, reconnaître ses besoins. C'est ça aussi, écouter son système et se réguler, c'est reprendre sa souveraineté. Et pour finir sur la partie trauma, j'ai envie de partager une information importante qui m'a bien aidée quand je l'ai apprise. C'est tout ce qui concerne les douleurs du bassin, du périnée, de l'utérus. En fait, toute cette zone, c'est le siège réflexe du sursaut. Quand il y a de la peur, ça vient se crisper à l'intérieur. Et en même temps, c'est un endroit qui permet de complètement se relâcher et de désactiver une fois que l'énergie de survie elle est sortie. Donc ça dit beaucoup de choses sur les agressions qu'on a pu subir, d'avoir beaucoup de tension dans cette zone-là. C'est là que c'est important et essentiel d'écouter son corps, de lui faire confiance. Maintenant, j'ai envie de vous partager mon exemple personnel par rapport aux réponses de survie, parce que je sais que ça peut résonner avec pas mal d'entre vous. L'état principal de mon système nerveux, sa réponse de survie automatique préférée, c'est la suradaptation, la soumission. C'est comme ça que je me suis construite. J'ai mis beaucoup de temps à l'identifier et ça fait du bien d'en prendre conscience. Même si ça fait aussi vivre beaucoup d'émotions et de deuil, ça fait du bien de l'avoir parce que ça permet de mettre beaucoup plus de conscience sur mes schémas. Et en fait, un schéma qui se répète, c'est OK. Ce qui est problématique, c'est quand il se répète sans qu'on le voie. Quand un schéma se répète mais qu'on le voit, c'est le signe que ça bouge, que c'est en train d'évoluer et parfois ça a besoin de prendre son temps. Je vous disais, le système nerveux, il y a besoin de respecter son rythme. Il y a un rythme organique. On ne peut pas l'inscrire dans une timeline avec une deadline en mode à telle date, il faut que je sois guérie, il faut que je sois parfaite. Ça ne marche pas du tout. Et c'est vraiment à notre service. Donc, qu'est-ce que ça engendre un système qui a pour principale réponse de survie la suradaptation ? Ça fait ce qu'on appelle le people pleasing. Qu'est-ce que c'est le people pleasing ? C'est se fondre avec les envies et les besoins et les opinions des autres. On peut aussi appeler ça faire le caméléon.
Et moi, je suis vraiment une professionnelle là-dedans. Dans ce mode-là, la réponse de suradaptation, c'est le seul chemin connu par le système pour faire baisser une montée de stress qui est insupportable et retrouver un sentiment de sécurité. Et bien sûr, la sécurité, elle est illusoire parce qu'au lieu de créer du lien, le lien auquel on aspire tant, on s'éloigne des autres et de soi-même. Cette réponse de survie qui est devenue un pilote automatique, elle contient l'idée que l'amour ne peut pas être inconditionnel et qu'il faut forcément faire beaucoup d'efforts pour être aimé. Le people pleasing, ça fait des personnes qui vont beaucoup répondre « tout me va »,« je sais pas »,« comme tu veux ». Ça fait beaucoup de flou sur leurs envies et leurs besoins, la sensation de beaucoup donner et de jamais recevoir assez en retour, donc beaucoup de frustration. Ça donne la sensation constante de ne pas être vu ni écouté, l'épuisement de toujours faire passer les besoins des autres avant les siens, et en même temps une impossibilité de faire autrement, car c'est devenu comme une seconde nature. Tout ça, c'est les conséquences de la réponse de suradaptation. Pour en sortir, l'antidote, c'est d'apprendre à identifier et écouter ses besoins. Moi, c'est la pratique régulière de l'auto-empathie que j'ai appris en stage CNV qui m'a beaucoup aidé pour ça. Si comme moi vous êtes un people pleaser en voie de guérison, c'est important de savoir que vos besoins sont là, qui sont légitimes et qui sont la vie. Comme je vous disais tout à l'heure pour les plantes, qui ont des besoins à écouter et à nourrir pour pouvoir s'épanouir, nous, c'est le même principe. Donc apprendre à écouter ses besoins, plus le combiner à une écoute et une régulation du système nerveux autonome, c'est vraiment des super antidotes. Et il y a quelque chose d'essentiel à savoir, c'est que s'il y a ce genre de réactions qui sont délétères et qui se manifestent aujourd'hui dans les relations à soi et aux autres, et qu'elles semblent disproportionnées, inadaptées et douloureuses, ça signifie qu'à un moment donné de la vie, ce comportement, il s'est avéré nécessaire. C'est important de le reconnaître, ça aussi. C'est ce qui permet de guérir aussi. Pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous recommander de s'éduquer sur le système nerveux, d'apprendre à le connaître, de suivre ses sensations, ce qu'on appelle le tracking. C'est vraiment observer quelles sont les sensations corporelles, apprendre à identifier les différents états du SNA que j'ai cités plus tôt et respecter la capacité de son système. Écouter et respecter sa physiologie. Je vous encourage aussi à cultiver et multiplier vos ressources parce que vous avez des ressources et parfois vous vous en rendez même pas compte, mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place. Pour chaque état du SNA, dorsal ou sympathique, donc combat-fuite, il y a des astuces concrètes qui peuvent aider à retrouver un peu plus de détente et de sérénité et à revenir tranquillement en ventral. Par exemple, pour l'état dorsal, où il y a très peu d'énergie, ça peut être la chaleur, que ce soit une boisson chaude, une bouillotte, toucher des matières douces, s'envelopper dans un plaid, sentir des odeurs qu'on aime bien. Pour l'état sympathique d'activation, là ça peut être le mouvement, les étirements, le mouvement libre, faire des sons, laisser sortir ce qu'il y a besoin dans un espace sécurisé, et pour soi et pour les autres. Je vous invite vraiment à écouter vos ressentis, écouter votre corps et qu'est-ce qui lui fait du bien ou pas. J'ai dit cultiver et aussi multiplier vos ressources car si vous vous appuyez que sur une seule ressource et qu'elle n'est pas disponible, vous vous retrouvez sans rien. Apprendre à réguler son SNA, c'est aussi faire de la place à la joie et à la détente. Et ça peut faire super bizarre au système quand il n'a pas l'habitude. Le cerveau, il préférera toujours le chaos connu à la plénitude inconnue. Parce que ça lui coûte beaucoup d'énergie de se reprogrammer et de créer des nouveaux circuits. Donc, vous pouvez vraiment y aller tranquille, petit bout par petit bout, et avoir de l'indulgence pour votre cheminement. Une manière très pratique et efficace d'accéder directement à son SNA, c'est par la respiration. C'est la seule fonction autonome qu'on peut contrôler. Il y a une multitude d'exercices de respiration qui peuvent aider à retrouver
de la détente, de la souplesse et de la présence intérieure. Il y en a un très simple que j'aime beaucoup, que je peux vous donner là maintenant. C'est le fait d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez en contractant légèrement la gorge, comme si vous vouliez souffler sur une vitre pour faire de la buée, donc ça fait « mais vous le faites bouche fermée. Et vous faites ça plusieurs fois. J'inspire tranquillement par le nez, j'expire par le nez en serrant doucement la gorge. Ça va prolonger l'expiration et ça aide à l'activation de la branche parasympathique du SNA qui va permettre le repos et la digestion. Je mets dans la partie description de cet épisode des références qui m'ont énormément appris et inspiré sur le sujet du système nerveux. Je vous invite à aller les voir. Et si vous avez envie de faire une thérapie, ça peut être très aidant d'aller voir quelqu'un qui est informé ou formé sur le trauma. Et quelle que soit la personne ou l'espace de guérison où vous allez, c'est très important que vous vous sentiez en confiance, que vous puissiez dire non ou stop à tout moment et que ce soit respecté, que vous puissiez laisser sortir ce qui a besoin et que la personne puisse être présente à ça et rester connectée à vous et en même temps rester connectée à elle et à son corps. Il faut savoir que la plupart des traumas pourraient être évités si il y avait une personne témoin. Quand il y a une personne témoin, présente, accueillante à notre vécu, à nos ressentis, qui ne cherche pas à les changer, qui nous respecte, ça permet à l'énergie de survie de nous traverser en toute sécurité en fait et de sortir, de circuler, quelle que soit la manière dont elle se manifeste. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant vous pouvez faire ça pour vous-même. Vous êtes libre, indépendante, souveraine, souverain. Vous pouvez dire oui, non, réajuster, bouger, faire des demandes. Vous pouvez être présente avec vous-même, avec vos sensations. Et juste leur ouvrir les bras avec curiosité et amour. Et ça, c'est énorme. Et sachez qu'à tout moment, les choses peuvent être transformées, les choses peuvent changer. Parce que le cerveau, il est plastique et le système, il peut s'écouter, se réguler et s'assouplir. Voilà tout ce que j'avais envie de partager pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Merci aux personnes qui mettent des j'aime, qui commentent, qui partagent et qui s'abonnent. Ça me soutient beaucoup, donc merci. Merci d'être là et d'avancer sur ce chemin de guérison et de conscience avec moi. On est ensemble. Rendez-vous au prochain épisode.